Si vous voulez bien regagner vos places, s'il vous plaît. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Christian Estrosi. Monsieur le Premier ministre, hier, 3 militaires ont été agressés à l'arme blanche et blessés alors qu'ils étaient positionnés en plein centre-ville de Nice, devant un centre communautaire juif. Leur courage et leur sang-froid ont permis de maîtriser l'auteur de cet acte terroriste. Et je veux leur rendre ici un hommage solennel. De même que je veux rendre hommage à la police municipale qui les a interpellés, ainsi qu'à toutes les forces de l'ordre. De même, je veux dire notre émotion et notre solidarité à l'égard de la communauté juive. Grâce aux caméras de vidéoprotection, une deuxième personne a été interpellée dans ce prolongement quelques instants plus tard. Je tiens à remercier d'ailleurs le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale qui se sont immédiatement rendus sur place pour venir évaluer la réalité de la situation. L'auteur, le dénommé Moussa Koulibaly, a déjà été condamné à 6 reprises pour violence sur dépositaire de l'autorité publique, vol, rébellion, usage de stupéfiants, vandalisme, et avait déjà éveillé les soupçons des services en quittant la France pour rejoindre la Turquie. Refoulé par la Turquie, il a été entendu à son retour par la DGSI qui l'aurait laissé partir faute de pouvoir caractériser un délit. Personne ne peut comprendre qu'aucun cadre législatif ne permette d'isoler une telle personne. Nous devons donc créer un délit approprié qui dépasse le cadre de ceux qui partent faire le djihad en Syrie. Monsieur le Premier ministre, c'est sans esprit de polémique que je vous demande de confirmer la présence des militaires à Nice qui sont tant appréciés, élever le plan Vigipirate et enfin faire évoluer le cadre législatif pour permettre à nos services de maintenir en centre de rétention ces bombes à retardement. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Christian Estrosi, oui, vous l'avez dit, hier après-midi, dans le centre-ville de Nice, une tentative d'assassinat à l'arme blanche avec un couteau de cuisine très dangereux est survenue à l'encontre d'un groupe de 3 militaires qui assuraient la protection d'une institution culturelle juive. 2 d'entre eux ont été blessés, le premier au visage, tandis que l'un de ses compagnons, venu lui apporter immédiatement secours, a été blessé au bras. L'auteur a été neutralisé, interpellé et remis à la justice, qui a ouvert une enquête pilotée par le parquet antiterroriste. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, que j'excuse, ils sont aujourd'hui à Bruxelles, se sont rendus sur place avec vous afin de saluer le sang-froid des militaires agressés et, à travers eux, vous l'avez fait, rendre hommage à tous les militaires des armées et membres des forces de l'ordre. J'y associe bien sûr votre police municipale. Ils assurent chaque jour, militaires, gendarmes, policiers municipaux, au risque de leur vie, ils assurent la protection de nos compatriotes. Le risque terroriste est bien là. Nous l'avons répété encore au cours de ces derniers jours. Et il peut survenir à tout moment, à tout point sur le territoire. La présence de cet ennemi terroriste, intérieur comme extérieur, nous l'avons identifié, nous l'avons dénoncé et nous le combattons tous ensemble. L'activation du plan Vigipirate est au niveau vigilance renforcée partout en France, vous le savez, à Nice comme ailleurs. Ce dispositif sera maintenu tant nécessaire partout dans notre pays et des moyens militaires exceptionnels sans précédent continueront d'être dégagés. Plus de 10 000 soldats sur le terrain, en plus évidemment des policiers et de gendarmes. À ce jour, 830 sites sensibles sont surveillés en France, 830, dont 30 à Nice. Mais au vu de la situation particulière que la ville de Nice vient de connaître, et parce qu'il faut dire les choses aussi franchement, il y a toujours des possibilités de mimétisme, je viens de décider
comme en Île-de-France, depuis 4 semaines déjà, de passer dans les Alpes-Maritimes le plan Vigipirate au niveau alerte attentat, parce qu'il faut que tous les moyens soient mis en place au moment où, peut-être, il y a des complicités liées à l'auteur de cette agression. Cet auteur avait présenté des signes de radicalisation idéologique à la fin de 2014, portés à la connaissance du renseignement territorial et de la Direction générale du renseignement intérieur. Ce sont bien ces signalements qui avaient immédiatement conduit à la mise en place de mesures de surveillance et de fouilles lors de ces déplacements. Ce sont ces mesures et la coopération franco-turque qui ont entraîné son refoulement de Turquie afin d'éviter qu'il n'aille éventuellement rejoindre les bataillons du djihad pour se former au maniement des armes et des explosifs. Notre coopération avec les services turcs a permis d'assurer son retour avant qu'il puisse trouver le chemin, la formation à la terreur qu'il recherchait. À son retour de France, il a effectivement été auditionné par la DGSI, mais aucun acte préparatoire, signe de passage à l'acte ou participation détectée à une association de malfaiteurs n'avait alors été mis à jour, permettant de le présenter à un juge et d'envisager une incarcération. Nous pouvons tout regarder, tout examiner, et nous l'avons déjà fait à travers 2 lois antiterroristes, notamment par rapport à ces individus, en l'occurrence, qui peuvent agir seuls, et au passé, ce n'est pas un cas isolé de délinquants et qui évoluent dans cette radicalisation. C'est pourquoi les opérations de surveillance de son environnement se poursuivent encore pour déterminer ce qu'il faisait à Nice alors qu'il y était, en tout cas à notre connaissance, sans racines et sans contact. Voilà, monsieur le député, les éléments que je voulais porter à votre connaissance. Nous poursuivrons, et je le dis à la représentation nationale, avec la même détermination contre la violence terroriste. Nous prendrons les mesures qui s'imposent en termes de moyens. Nous préparons la loi sur le renseignement. Nous ne tomberons pas non plus dans ce qui nous ferait sortir de notre état de droit, mais en tout cas, nous combattrons avec la plus grande détermination ces terroristes. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Bruno Le Roux. Monsieur le Premier ministre, vous me permettrez de continuer sur ce sujet, puisque depuis le 7 janvier dernier, la France est plus que jamais mobilisée pour faire face à la menace terroriste. Ce combat, nous le menons avec le souci constant et confiant de fortifier l'unité nationale face à l'obscurantisme, au fanatisme et à la violence. Je veux ici saluer, après que cela ait été fait, le travail de nos militaires, de nos policiers et de nos gendarmes qui sont engagés dans de nouvelles missions de protection. C'est des missions qui sont réparties sur tout notre territoire, d'une importance capitale pour notre population et qui permettent de bien noter, nous l'avons vu avec Madame la Présidente de la Commission de la Défense il y a quelques jours, en allant visiter leurs installations sur la région Île-de-France, des missions qui sont soutenues par la population, mais en même temps très difficiles car nouvelles pour les forces armées. Hier, en début d'après-midi, en plein cœur de Nice, un individu, cela a été rappelé, a violemment agressé des militaires qui étaient en mission. Nous condamnons bien entendu cet acte avec la plus grande fermeté, mais cette attaque prouve qu'il est indispensable, monsieur le Premier ministre, de maintenir un haut niveau de vigilance. C'est ce qui est fait en protégeant aujourd'hui, je le répète, sur tout le territoire, les lieux qui sont soumis à une menace. Et en l'occurrence, là, s'il n'y avait pas eu les militaires, on peut se poser la question de ce qui serait arrivé aux lieux qui étaient défendus. Mes chers collègues, au-delà des clivages partisans, à la fin de l'année 2014, parce que nous étions conscients de cette menace, nous avions déjà adopté une loi ambitieuse contre le terrorisme. Cette loi est un levier précieux. Elle doit être, s'il le faut, pour l'efficacité de nos services de renseignement, renforcée. Monsieur le Premier ministre, l'esprit du 11 janvier est indispensable pour faire face à cette menace qui est réelle. Nous voulons que le gouvernement nous confirme son engagement total pour assurer la sécurité des Français et de la République. Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président Bruno Le Roux, au moment où il y avait cette agression à Nice, l'organisation Daesh réitérait dans sa propagande un message
invitant ses affidés à frapper partout en France les forces de l'ordre. Pourquoi? Parce que leur uniforme est celui de la République, parce que l'écusson tricolore qui est accroché représente les valeurs démocratiques et laïques qui nous unissent, parce qu'il incarne l'autorité de la loi, parce qu'il garantit que la force proportionnée et légitime peut intervenir à tout moment pour neutraliser ceux qui veulent attenter à la sécurité des Français. Et vous avez eu raison de souligner combien cette présence est nécessaire et combien elle doit être permanente. Ce danger absolu que représente le terrorisme est enraciné, et je pense qu'il faut bien l'avoir à l'esprit, de manière durable dans notre pays, mais aussi dans toute l'Europe, en Afrique du Nord, au Sahel, au Moyen-Orient et dans d'autres pays où les populations civiles sont quotidiennement exposées aux attentats. Cette idéologie de haine et de mépris de l'humanité, je veux le rappeler, a également frappé le peuple jordanien. Au gouvernement, comme sur tous les bancs de cette Assemblée, nous ressentons de l'indignation face à la sauvagerie infligée à un pilote de l'armée de l'air. Et je veux témoigner dans cette enceinte le soutien de la France au peuple jordanien, dont le roi et la reine étaient à présent à nos côtés dans les rues de Paris le 11 janvier. Cette menace, nous devons donc vivre avec elle pendant longtemps. Et nous continuerons de déployer tous nos efforts et de prendre des mesures pour y faire face. Le plan de renforcement des services de renseignement et de l'administration pénitentiaire que j'ai annoncé ici même sera mis en œuvre sans faille. Je confirme que les premiers recrutements nombreux interviendront dès cette année. Nous sommes en train d'y travailler. En ce moment même, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, travaille à convaincre le Parlement européen de la nécessité de doter l'Europe dans les plus brefs délais d'un outil de surveillance des déplacements des terroristes, le PNR. Mais notre réponse dépasse le cadre strictement policier et judiciaire. Face au profil psychologique fréquemment perturbé d'individus radicalisés comme celui qui a frappé hier à Nice, face à leur déficience éducative manifeste, nous n'avons cessé d'expérimenter de nouveaux modes de prise en charge et il faudra aller sans doute encore plus loin. Nous formulerons également des actions de contre-propagande et le rôle de la presse comme du débat démocratique sont indispensables à cet égard. D'une manière générale, c'est toute la société qui doit se mobiliser. Mais bien évidemment, la première réponse, c'est la protection des Français, c'est la lutte acharnée contre le terrorisme et cette lutte, nous la menons ici en France comme partout dans le monde parce qu'il en va tout simplement de la sauvegarde de nos valeurs et de la liberté. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Jean-Christophe Fromentin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et porte sur la question grecque. Il y a, on l'a tous remarqué depuis maintenant quelques jours, beaucoup de fébrilité autour de la dette grecque et de la manière dont elle va être ou elle pourrait être résolue. Un peu d'énervement, même de mots extrêmement forts de la part de certains ministres des Finances. On a tous relevé le ministre des Finances de Grande-Bretagne qui dit l'affrontement entre la Grèce et la zone euro est en train de devenir le plus gros risque pour l'économie mondiale. La France n'est pas en dehors de ce risque puisqu'elle détient directement et indirectement 41 milliards de créances sur la Grèce. Or, aujourd'hui, ce matin à la Commission européenne, à Bruxelles, cet après-midi à Paris, les Grecs commencent à montrer quelques signaux sur la négociation qu'ils voudraient envisager. Donc ma question est assez précise, elle porte sur 2 points. D'abord, quelle est la position du gouvernement français sur la politique que mène actuellement la Banque centrale européenne en ouvrant des crédits à très court terme pour consolider les banques grecques qui ont besoin de se réassurer auprès de la Banque centrale européenne et qui voient en même temps, parallèlement, leurs dépôts diminuer. Il y a à peu près 14 milliards qui ont été retirés des banques grecques depuis quelques semaines. La deuxième question, Monsieur le ministre des Finances, est sur les orientations que semble prendre la Grèce, qui nous propose de revoir sa dette dans 2 directions. Une première direction qui consisterait à ne pas rembourser quelque part le nominal et à concentrer de manière illimitée son remboursement sur les taux d'intérêt. Et une autre direction qui est un peu inattendue compte tenu des difficultés qu'a la Grèce, qui est d'indexer une partie du remboursement sur la croissance
avec le risque, s'il n'y a pas de croissance, compte tenu de son plan, d'avoir bien entendu aucun remboursement de taux d'intérêt de la part de la Grèce. Donc sur ces points très précis, compte tenu d'un conseil des ministres des Finances qui se déroulera, je crois, le 11 février prochain, quelle est la position précise du gouvernement? La parole est à monsieur le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Christophe Fromentin. Merci d'excuser le ministre des Finances qui est actuellement aux côtés du Président de la République pour recevoir le Premier ministre grec et je voudrais essayer de répondre à vos questions. Du côté français, il n'y a pas de fébrilité, vous avez utilisé cette expression. Il y a justement un souci de responsabilité et de solidarité qui forcément nécessitera un peu de temps. Et c'est en lien avec la question que vous posez. Vous posez la question de la disponibilité de la Banque centrale européenne pour assurer la liquidité des banques grecques. Ce gouvernement vient d'être élu. Il faut lui laisser le temps de formuler, j'y reviendrai probablement, un certain nombre de propositions qui devront être étudiées et qui devront être travaillées avec l'ensemble des partenaires. Et donc, je ne serais pas choqué qu'on puisse, au travers de différentes mesures techniques, donner quelques semaines au gouvernement grec pour formaliser d'abord le programme de réforme que le Premier ministre grec a annoncé ce matin et aussi un certain nombre de propositions concernant la gestion de la dette et les modalités d'aménagement de la charge qui représente quand même 175 à 180% du PIB grec, dont chacun comprendra ici que ce n'est pas de nature à permettre à la Grèce de retrouver de la croissance. Donc, la position du gouvernement est très claire. Elle consiste à travailler avec l'ensemble des partenaires européens, mais aussi, bien entendu, avec le nouveau gouvernement grec, pas forcément sur des questions de dette seulement, mais puisque sur ces thèmes, nous sommes très heureux que les Grecs rejoignent un certain nombre de propositions de la France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Éric Alauzet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire d'État au budget, effectivement, en ce moment même, le ministre des Finances est aux côtés du Président de la République pour une rencontre avec Alexis Tsipras. Une rencontre qui symbolise la volonté de la France d'agir en trait d'union entre la Grèce et ses partenaires européens. Entre la politique dévastatrice de réduction massive des dépenses publiques qui a épuisé le peuple grec et le mur de la dette, deux mesures pourraient ouvrir une troisième voie. La première, effacer les intérêts de la dette. Cela ne serait que justice comme un devoir de réparation. Si chaque État doit rester responsable de ses dettes, il est incompréhensible que l'Union européenne n'ait pas protégé ses membres face aux taux d'intérêt usuraires pratiqués par ceux qui ont spéculé sur les dettes souveraines, ce qui a conduit à une évolution exponentielle et rédhibitoire de la dette. La seconde mesure, augmenter les recettes de l'État grec. Bien entendu, la Grèce a la responsabilité de mettre en œuvre les réformes permettant à l'État de lever efficacement l'impôt. Mais seule, elle ne pourra pas mettre fin à l'évasion fiscale. Il incombe donc à l'Union européenne d'accélérer la mise en place des mesures du G20 visant à limiter les transferts de bénéfices des multinationales vers les paradis fiscaux. La trajectoire de réduction des déficits publics de la Grèce ne trouvera une légitimité politique et citoyenne et une réelle crédibilité que si l'Union européenne se fixe un double objectif de trajectoire d'extinction de l'évasion fiscale et d'abandon des intérêts de la dette souveraine. La question de la crédibilité n'est pas seulement posée à la Grèce, mais aussi à l'Union européenne. Monsieur le ministre, la France est-elle prête à jouer pleinement son rôle de médiateur entre les excès des uns et des autres en étant l'initiateur d'une troisième voie? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, vous avez utilisé le terme de trait d'union, nous avons parfois utilisé le terme de facilitateur. Je crois que nous nous rejoignons sur cette position de la France par rapport à la situation de la Grèce. J'ai envie de dire que la position de la France tient en trois verbes. Parler, proposer et permettre. Parler, pourquoi? Parce qu'il s'agit de faire en sorte, et c'est déjà le cas,
que la Grèce parle avec l'ensemble des acteurs de ce dossier, y compris avec des acteurs avec lesquels elle a pu avoir, ou à l'encontre desquels elle a pu avoir des mots extrêmement sévères. Proposé parce que, comme je le disais à l'instant, il nous faut entendre les propositions de la Grèce. Elles sont en train de se dessiner. On les entend, j'allais dire, presque jour après jour. Et ce qui permettra, lorsque nous aurons des propositions, vous avez évoqué l'indexion des obligations sur la croissance, vous avez évoqué d'autres pistes, lorsque nous connaîtrons les propositions formelles de la Grèce, elles nous permettront de nous positionner, éventuellement, de discuter des modalités à mettre en œuvre. Et permettre enfin, parce que vous l'avez dit, il faut permettre à la Grèce de retrouver la croissance. Or, dans la situation où elle se trouve aujourd'hui, avec les contraintes qui lui sont opposées, il faut, au niveau européen, et c'est pour ça que je disais à l'instant que ça rejoignait les positions de la France, il faut permettre à la Grèce, grâce à l'Europe et grâce à la France et grâce à l'Allemagne, de retrouver de la croissance en Grèce comme ailleurs. Et ce que nous entendons ces derniers jours de la part du nouveau gouvernement grec va tout à fait dans le sens de la position défendue par la France. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Xavier Bertrand. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je voudrais vous parler, Monsieur le Premier ministre, du rétablissement du service national, d'un service national obligatoire. Monsieur le Premier ministre, vous tenez régulièrement des discours très républicains, ici même à cette tribune, des discours républicains avec des mots très forts, salués, applaudis par toutes et tous. Mais nous savons bien les uns et les autres qu'il est temps maintenant de mener une offensive républicaine. Cela passe tout d'abord, et c'est vrai, par l'école de la République. Nous savons que cela passera aussi par l'accès à l'emploi. Si chacun a des droits et des devoirs, la République a aussi des droits et des devoirs vis-à-vis des jeunes. Mais après l'école et avant l'emploi, il nous manque un maillon dans cette chaîne républicaine. Je ne suis pas nostalgique, mais pour autant, je sais ce qu'a apporté le service national pour des générations et des générations. Et je pense, Monsieur le Premier ministre, que même si nous ne reviendrons jamais à une armée d'appelés, qu'aujourd'hui il faut une armée de métier, nous savons pertinemment qu'il manque dans la société française cet endroit et ce moment où tous les jeunes, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les religions, quelles que soient les conditions sociales, sentent bien qu'on doit quelque chose à la nation et qu'il y a quelque chose qui dépasse la destinée individuelle, c'est le destin collectif. Alors ils sont nombreux ceux qui sont exprimés sur la question. François Hollande, le 6 novembre 2014, qui disait « Ce service universel pourrait devenir obligatoire si les Français le décidaient. Si on veut que ce soit obligatoire, ça pourrait être une question qui est posée à l'occasion d'un référendum. » Monsieur Rebsamen, ici présent, disait voilà quelques semaines également qu'à titre personnel, ce serait bien si on pouvait le rendre obligatoire, car on paye quelque part la disparition du service militaire. Monsieur Leroux également en parlait. Et nous-mêmes, nous déposons une proposition de loi. Il est temps de passer aux actes. Le rétablissement du service national est indispensable à la République. Faisons-le ensemble si vous le souhaitez. Bertrand, merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Monsieur Xavier Bertrand, je vous réponds bien volontiers. En 1997, nous avons fait, ou nos prédécesseurs ont fait collectivement, après un débat nourri et des travaux parlementaires très importants, le choix de la professionnalisation de nos armées. C'était le choix du président Jacques Chirac. La loi du 28 octobre 1997 suspend la conscription et crée ce qui deviendra la journée défense et citoyenneté, ou JDC. Le service militaire avait sans doute les atouts que vous décrivez, Monsieur le député. Certains de ces bénéfices, loin de disparaître d'ailleurs, ont perduré à travers la JDC, le recensement, la sensibilisation aux droits et aux devoirs du citoyen ou le dépistage de l'illettrisme. La nostalgie collective du service militaire s'enrichit du souvenir que beaucoup d'hommes, car il ne s'imposait qu'aux hommes, ont en partage la discipline, la cohésion, l'appartenance, l'esprit d'équipe, d'équipage, en un mot, les valeurs qui sont et qui restent profondément celles de l'armée. Nous les avons d'ailleurs pour beaucoup ressenties pleinement
hier, cour des Invalides. Mais la nostalgie, d'ailleurs, vous le signalez, Monsieur Bertrand, ne doit pas aveugler sur les raisons qui justifient nos choix. Avec ses armées professionnalisées, le ministère de la Défense demeure grand ouvert à la jeunesse. Mais vous posez en tout cas question sur un service national. Le président de la République, qui, je n'en doute pas un seul instant, s'exprimera sur ces questions demain, parce qu'il faut, oui, faire cohésion, faire en sorte que chacun, et notamment la jeunesse, puisse pleinement s'engager au service de notre pays et de nos valeurs. Garçons et filles, beaucoup a été fait à travers le service civique. Il y a aussi les EPID. Le président de la République a demandé au président de l'Assemblée nationale comme au président du Sénat de lui fournir un certain nombre de propositions après une réflexion qui s'engage sur la question de l'engagement. Et je ne doute pas que le Parlement, mais aussi évidemment l'exécutif, convergeront pour apporter une réponse qui corresponde à votre vœu, c'est-à-dire permettre à la jeunesse de s'engager au nom même des valeurs et au service de la France. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Romain Colas. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre Patrick Kanner. Monsieur le ministre, une récente enquête de l'Union sociale pour l'habitat nous apprend que plus de 800 opérations de construction rencontrent des difficultés freinant la sortie de 20 300 logements, soit 20% de la production annuelle du mouvement HLM. Cette étude souligne que près de la moitié des logements concernés sont aujourd'hui bloqués pour des raisons politiques liées aux dernières élections municipales. En Île-de-France, région la plus touchée par ce funeste gel, les motifs politiques sont avancés dans 4 cas sur 5. Cette paralysie organisée a bien entendu de très lourdes conséquences qui ont été cruellement rappelées par les conclusions du rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre. Irresponsable à l'égard des centaines de milliers de mal logés, elle a également des effets néfastes sur le secteur du bâtiment, laissant les entreprises du BTP l'arme aux pieds, soumis à la contrainte par certains maires élus sur des promesses démagogiques de vitrification de leur collectivité. Alors que sur tous les bancs de cette Assemblée, il est admis que la France souffre de ségrégation sociale et territoriale, il est intolérable que certains maires privilégient des postures politiciennes au combat acharné qui doit être mené pour le logement et la résorption des ghettos urbains. On ne peut pas, ici à Paris, s'émouvoir du faible nombre de constructions et rentrer dans sa circonscription ou dans sa terre de futures élections en encourageant des municipalités qui concourent objectivement à la pénurie de logements adaptés aux besoins de nos concitoyens. Je le dis avec d'autant plus de conviction que j'ai vu en Île-de-France des maires labellisés reconstructeurs par la droite régionale, alors que certains d'entre eux se font localement, depuis mars dernier, les fossoyeurs des projets de construction. Je souhaite donc, Monsieur le ministre, connaître les actions que le gouvernement entend entreprendre pour débloquer ces projets, aujourd'hui otages de stratégies électoralistes de courte vue qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Merci. La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Colas, je partage votre colère. Les Français ont manifesté nombreux pour signifier leur attachement à la République, mais nous ne devons pas être leurrés par l'ampleur de ces manifestations. Nombreux sont ceux de nos concitoyens qui souffrent d'être relégués dans des quartiers qui voient s'accumuler les difficultés sociales, économiques et urbaines. Au cœur de cette fracture, il y a le logement et il y a, vous avez raison de le souligner, des doubles discours de certains élus qui condamnent la ghettoisation mais l'entérinent par leur refus de se conformer à la loi. Alors, monsieur le député, je veux vous assurer que face à la gravité de la situation, le gouvernement sera force d'action. Mi-mars se tiendra un comité interministériel qui sera l'occasion de dévoiler notre plan d'action contre les inégalités et particulièrement contre les ghettos. L'État ne fuira pas ses responsabilités, au premier titre desquelles celle de faire respecter la loi. À ce jour, sur les 1022 communes soumises au plan SRU, environ 600 communes n'ont pas respecté leurs objectifs de construction, dont la moitié avec un taux de réalisation inférieur à 50%. En Île-de-France, monsieur le député, vous savez que la crise de logement est lourde, eh bien 40 communes sont considérées comme carencées. Mesdames et messieurs les députés, porter l'écharpe tricolore donne des droits, porter l'écharpe tricolore entraîne des devoirs. S'il faut que les maires soient rappelés plus durement à leurs obligations, ils le seront. Oui, nous ferons la mixité
dont notre pays a besoin. Et même si cela prend du temps, nous casserons les ghettos. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alfred Marie-Jeanne. S'il vous plaît, on est passé à une autre question. Allez-y, Monsieur le député. Monsieur le Président, la question s'adresse à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports. Monsieur le secrétaire d'État, au moment de la hausse du prix du baril du pétrole, les compagnies aériennes l'avaient répercuté sur les tarifs aériens. En effet, elles ont appliqué une taxe dénommée surcharge carburant, taxe opaque et fourre-tout, venant grever le prix du billet. Or, depuis le mois de juin 2014, le prix du baril du pétrole a connu une chute vertigineuse, passant de 111,8 $ à 53,05 $ aujourd'hui même. Et la courbe est monotone décroissante. Il semblerait que cette baisse n'ait pas été prise en compte par les compagnies aériennes desservant les Outre-mer. Monsieur le secrétaire d'État, au-delà de l'opacité reprochée à ce système, quelle démarche comptez-vous entreprendre auprès des compagnies concernées pour permettre une diminution effective du prix des billets? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, d'abord une précision. Sur les billets d'avion, et notamment sur les longs courriers, apparaît effectivement la mention surcharge carburant. Or, en réalité, il ne s'agit ni d'une taxe, ni d'une redevance. Il n'y a aucune base réglementaire ou législative. C'est une pratique commerciale qui a été inventée par les compagnies au moment où la hausse du prix du pétrole justifiait probablement commercialement cette augmentation, et donc il n'y a aucune base réglementaire. Ça n'empêche que la question est aujourd'hui légitime lorsque l'on constate la diminution du prix du pétrole. Deux nuances néanmoins. D'une part, la diminution du prix du pétrole est quand même atténuée par l'évolution de la parité entre le dollar et l'euro, à peu près à hauteur de 40%. Et surtout, toutes les compagnies pratiquent ce que l'on appelle la couverture. C'est-à-dire qu'en réalité, pour se prémunir de hausses à venir, elles achètent à l'avance, à un prix garanti, leur pétrole. J'ai demandé des informations. Ainsi, la compagnie Air France, pour l'année 2015, a déjà acheté au prix de 100 € le baril, puisque c'était le prix, à peu près 60% de ce qu'ils avaient besoin pour l'année 2015, et même 20% pour l'année suivante. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question est légitime, il n'y a pas de réponse réglementaire, mais les consommateurs sont en droit de poser la question que vous posez. Ayant pris en compte la couverture dont je parlais, dans le courant de l'année 2015, naturellement, il devrait y avoir une répercussion pour le prix des billets, notamment sur les longs courriers. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Dominique Tian. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine. Madame la ministre, notre système social est mal en point. 236 milliards d'euros, c'est le montant de la dette cumulée de la sécurité sociale en 2014, alors que, je le rappelle, en Allemagne, les comptes sociaux sont équilibrés. Mais l'avenir de notre système de retraite n'est pas plus réjouissant. En effet, vous êtes revenu sur les mesures courageuses prises par Nicolas Sarkozy et présentées par François Fillon. Pire, le gouvernement a commandé un rapport qui sera présenté prochainement au Conseil d'orientation des retraites, le COR, et qui prévoirait de revenir sur les majorations de pension pour les parents de familles nombreuses. Cette mesure, si elle était adoptée, Madame la Ministre, serait un coup très dur pour notre politique familiale. Une fois de plus, ce seraient les familles et les classes moyennes qui seraient mises à contribution, ce qui, vous l'avouerez, serait un comble en plein examen de la loi Macron, censée donner du pouvoir d'achat aux Français. Madame la Ministre, je voudrais vous demander de rassurer les Français en leur indiquant que vous comptez renoncer à cette mesure particulièrement injuste.
La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Dominique Tian. Je veux d'abord vous dire que le rétablissement des comptes sociaux est une préoccupation absolue pour ce gouvernement. Et puisque, si ça se voit, Messieurs les députés, puisque vous évoquez la question des retraites, je vous donnerai 2 chiffres simplement. Les retraites du régime général étaient en déficit de 6 milliards d'euros en 2011. Ce déficit a été ramené à 1,6 milliard en 2014. Cela veut donc dire que des progrès ont été réalisés. Et le Conseil d'orientation des retraites, dans son dernier rapport, pour la première fois depuis sa création, prévoit le retour à l'équilibre du régime général en matière de retraite pour 2017 et de l'ensemble des régimes généraux à partir de 2020. Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés de l'opposition, vous devriez vous réjouir de ces perspectives positives qui sont des perspectives positives pour l'ensemble de nos concitoyens. Et ce résultat, nous l'atteignons en faisant en même temps des progrès sociaux, puisque cela ne nous a pas empêchés de permettre à celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes de partir en retraite dès 60 ans. Donc l'exigence et la responsabilité financière sont compatibles avec le progrès social. Alors pour ce qui est des mesures que vous évoquez, M. Fragonard doit me remettre un rapport à la fin du mois de février sur les avantages familiaux en matière de retraite. Je veux dire que le rétablissement des comptes que j'évoquais doit à une contribution courageuse de l'ensemble de nos concitoyens, y compris déjà des familles. Et c'est donc avec une attention particulière que nous examinerons les conclusions de ce rapport, avec la préoccupation, bien entendu, de la situation des familles comme de l'ensemble de nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sabine Buis. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Madame la Ministre, la conférence environnementale annuelle qui s'est tenue le 27 et 28 novembre 2014 portait sur les thèmes de la mobilisation nationale vers la conférence de Paris, le transport et la mobilité durable et les liens entre santé et environnement. Ouverte par le Président de la République, organisée par votre ministère et clôturée par le Premier ministre, elle a impliqué 14 ministres et secrétaires d'État, illustrant la mobilisation de l'ensemble du gouvernement pour faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Cette conférence a en outre reposé sur une méthode renouvelée, associant encore plus étroitement les parties prenantes du dialogue environnemental réunies au sein du Conseil national de la transition écologique. La feuille de route qui a été adoptée aujourd'hui par le gouvernement lors du comité interministériel pour le développement durable, puis présentée par le Premier ministre et vous-même aux membres du Conseil national de la transition écologique, comprend 74 mesures, 22 objectifs dont la mise en œuvre fera l'objet d'un suivi régulier et transparent tout au long de l'année 2015. Cette feuille de route est importante. Elle témoigne de la qualité des échanges qui se sont déroulés, mais surtout elle reflète de la confiance instaurée entre les différentes parties prenantes. Des mesures fortes et attendues ont été annoncées, notamment sur les liens entre la santé et l'environnement, relatives à la qualité de l'air, de l'eau, aux perturbateurs endocriniens ou encore à l'agroécologie. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous exposer l'essentiel de ces mesures, notamment celles relatives aux conditions d'organisation du chantier de la démocratie participative annoncé par le Président de la République? La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Mesdames et Messieurs les députés, en effet, comme le Premier ministre y était engagé, il a présidé aujourd'hui, après le Conseil des ministres qui a adopté la feuille de route de la transition écologique et la stratégie nationale de la transition énergétique, le Conseil national qui rassemble non seulement les partenaires sociaux, je le rappelle, c'est-à-dire les représentants des salariés, les représentants du patronat, les grandes organisations associatives et organisations non gouvernementales et les parlementaires, d'ailleurs sur tous les bancs, ainsi que les représentants des élus locaux. Ce Conseil national
a eu donc connaissance en primeur de cette feuille de route, c'est-à-dire des conclusions de tous les travaux qui ont eu lieu pendant la conférence environnementale. Alors, je ne voudrais pas ici reprendre l'ensemble des actions qui ont été mises en mouvement. Vous en connaissez un certain nombre, puisque vous avez vous-même participé à la loi de transition énergétique et donc aux actions concrètes qui vont suivre. Mais il y a eu en effet 3 sujets très importants. Comment mobiliser la société civile et les citoyens sur la conférence Paris Climat, et notamment grâce à un plan ambitieux sur l'éducation à l'environnement et par l'organisation dans toutes les écoles, collèges, lycées, même enseignement supérieur d'une semaine du climat au cours de cette année. Ensuite, il y a le grand sujet sur santé-environnement, avec des décisions très importantes sur la lutte contre les perturbateurs endocriniens, contre les nicotinoïdes et contre les pesticides, car ce sont des enjeux majeurs. Enfin, il y a eu les transports propres avec des annonces très importantes sur le bonus écologique à hauteur de 10 000 € qui va permettre l'abandon des vieux diesels pour l'achat d'un véhicule électrique et la création du certificat vert qui va permettre d'identifier les véhicules propres. Merci madame. La parole est à monsieur Bernard Accoyer. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Santé. Madame la Ministre, 10 millions de Français souffrent d'arthrose. Or, le 21 janvier, vous avez signé un arrêté de déremboursement des médicaments anti-arthrosiques symptomatiques à action lente. Ces médicaments n'étant pourtant remboursés qu'à 15% par la Sécurité sociale, le reste étant couvert par les régimes obligatoires. Le régime complémentaire, pardon. Cette décision va à l'encontre de l'engagement que vous aviez pris dans cet hémicycle de suspendre tout déremboursement de médicaments. Cette décision, prise en catimini, sans concertation avec les associations de malades, méconnaît les effets, certes imparfaits, mais pourtant reconnus par les patients et d'éminents spécialistes. Elle méconnaît les conséquences financières sur l'assurance maladie, alors que vous venez de nous dire que vous y étiez très sensible, provoquées par des reports de prescription sur des médicaments plus coûteux, mais remboursés. Elle méconnaît les conséquences médicales de ces transferts de prescription sur des médicaments aux effets secondaires pouvant être dangereux. Elle méconnaît enfin des recours plus précoces à la chirurgie lourde. On voit donc, Madame la Ministre, que cette décision ne présente que des inconvénients sanitaires, sociaux, sur l'assurance maladie. Alors, Madame la Ministre, allez-vous suspendre cette décision de déremboursement, comme le demandent les 150 000 patients signataires de la pétition qui vous a été adressée? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Accoyer. Vous établissez une forme de confusion entre les déremboursements qui tiennent au fait que, alors que des médicaments ou des services sont utiles et jugés médicalement utiles, on les dérembourse, et c'est ce qui a été réalisé d'ailleurs lorsque votre majorité était aux responsabilités. Et je le répète ici, pour cette majorité, il n'y aura pas de déremboursement, de franchise, de suppression de prise en charge des produits, des médicaments qui sont considérés comme médicalement utiles. Mais parallèlement à cela, et de manière très régulière, il y a des évaluations qui sont faites de ce que l'on appelle le service médical rendu des médicaments. Cette évaluation, elle n'est pas nouvelle, et ça n'est d'ailleurs pas le ministère qui la réalise, c'est une autorité indépendante, la Haute Autorité de Santé, qui, à cet égard, a évalué le service médical rendu de plusieurs médicaments, ceux que vous évoquez, mais également d'autres. Cela a amené cette Haute Autorité de Santé à conseiller le déremboursement de ces médicaments qui sont considérés comme insuffisants dans leur effet thérapeutique, puisqu'ils ne modifient pas l'évolution de la maladie arthrosique de la hanche, qu'ils n'ont pas d'action anti-arthrosique, qu'ils n'empêchent pas la dégradation articulaire et que leurs effets sur la douleur et la gêne fonctionnelle sont minimes.
La Haute Autorité de Santé a été amenée à se prononcer à 2 reprises, puisqu'elle a été saisie par les associations et par les laboratoires. Il y a donc eu là un processus long qui s'est étalé sur plusieurs mois, qui a permis d'entendre l'ensemble des acteurs. Vous le voyez, monsieur le député, il n'est pas question de déremboursement. La parole est à monsieur Gérard Bapt. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Le 4 février est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans le monde, plus de 8 millions de personnes en meurent tous les ans, et en France, il touche 355 000 personnes. Il nous concerne tous, soit parce que nous avons été concernés, soit parce qu'un de nos proches a été concerné. Il est donc de notre devoir de combattre ce fléau qui concerne femmes et hommes à tous les âges de la vie. Les traitements sont lourds, parfois très éprouvants. Nous devons mobiliser tous les moyens pour développer la recherche et améliorer les traitements, prendre en considération les parcours de soins aussi, car la souffrance des patients doit être accompagnée. Le développement de la médecine dite ciblée, permettant un traitement individualisé de chaque patient, pose la question de son coût. À l'heure actuelle, ces avancées thérapeutiques sont prises en charge par l'assurance maladie, à l'image de ce qui a été fait lors de l'arrivée des traitements contre l'hépatite C. Il convient de réaffirmer avec force notre attachement au caractère universel et solidaire du système d'assurance maladie pour faire face aux défis nouveaux liés à des thérapeutiques plus efficaces, mais aussi plus onéreuses. Combattre le cancer, c'est aussi prendre conscience du rôle primordial de la prévention. On estime que 30% des décès liés au cancer pourraient être ainsi évités. Il faut donner à tous les Français les outils pour être plus informés et mieux protégés. Le slogan de cette journée mondiale contre le cancer, c'est « Il est à notre portée ». Une détection précoce, la prise en considération des déterminants environnementaux de santé, c'est à notre portée. Des soins assurant l'égalité face au cancer, c'est notre ambition. Vous avez relancé récemment un plan cancer ambitieux. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, ce que le gouvernement compte mettre en œuvre afin de garantir l'accès à l'innovation pour tous ? Et quelles seront les actions de prévention déployées pour faire reculer le cancer? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Gérard Bapt, c'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et nous devons rappeler que le cancer est une maladie qui, chaque année, tue plus de 150 000 de nos concitoyens. 400 000 personnes en France, chaque année, se voient diagnostiquer un cancer. Et même si les taux de guérison s'améliorent, en particulier pour certains d'entre eux, nous savons que c'est une maladie qui tue et qui est pénalisante pour la vie quotidienne. C'est pour cela que l'année dernière, le président de la République a lancé le 3e plan cancer avec la volonté de favoriser la prévention, d'améliorer la vie quotidienne des malades et de soutenir la recherche. La prévention, cette année, elle va se concentrer dans 2 directions en particulier. La mise en œuvre des mesures du plan de lutte contre le tabagisme que j'ai annoncé il y a quelques mois et qui doit permettre de faire reculer la mortalité par cancer due au tabac. La prévention, ce sera aussi la mise sur le marché d'un nouveau test de diagnostic pour les cancers colorectaux, plus fiable et plus efficace. La recherche, monsieur le député, à laquelle vous attachez à juste titre beaucoup d'importance, elle se concentrera notamment, pas exclusivement, mais notamment en direction des cancers pédiatriques. Et nous travaillons avec les laboratoires pharmaceutiques au développement de molécules innovantes. Enfin, la vie quotidienne des malades, parce qu'on oublie de le dire, on vit de plus en plus souvent longtemps avec un cancer et il faut faire en sorte que la vie quotidienne soit facilitée. Nous allons améliorer la prise en charge des indemnités journalières des personnes malades et faire en sorte que le droit à l'oubli, qui est une des grandes conquêtes du plan du président de la République, que ce droit à l'oubli se mette en œuvre. Merci Madame. La parole est à Monsieur Philippe Loret. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au cours des récents événements, vous avez parfaitement incarné le rôle de chef de gouvernement. Mais, car il y a un mais, au regard des chiffres, votre action est catastrophique. Le chômage explose, notre économie est totalement atone, le moral des Français est en chute libre.
Depuis le début du quinquennat, vous accumulez les mauvaises dispositions. La refiscalisation des heures supplémentaires, la loi Allure, le compte pénibilité, et je pourrais en citer bien d'autres, viennent plomber notre économie. Le secteur du BTP souffre et supprime des emplois. Les chefs d'entreprise sont révoltés par vos choix et malheureusement, ce n'est pas la loi Macron qui arrêtera la dégringolade économique de notre pays. À cela va s'ajouter la loi NOTRe. Visiblement, la version retenue par les sénateurs pour les départements irait à l'opposé de vos déclarations passées. Pour les régions et départements, cette période transitoire va par définition créer de nombreuses difficultés. Cette incertitude à tous les niveaux est néfaste. Les élus locaux, en plus de la baisse des dotations, n'ont aucune lisibilité. Résultat, la commande publique s'écroule, ce qui n'aide pas les entreprises. Et que dire du point de vue de la démocratie? Les électeurs vont élire leurs représentants fin du mois prochain, sans connaître le périmètre exact des compétences du Conseil général. Du jamais vu, c'est incroyable. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Au-delà de l'empilement des textes, au-delà des postures, à quelques jours des élections départementales, quel est votre réel positionnement sur l'avenir des départements? Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le député, je vous remercie de vos compliments. Et puis, j'intègre évidemment vos critiques nuancées que vous venez de formuler. Au fond, vous posez la question des réformes et du rythme de ces réformes. Ici, par deux fois, dans mes discours de politique générale ou en répondant à vos questions, j'ai eu l'occasion de souligner que, évidemment, notre politique sortait d'une situation particulièrement difficile, à un chômage de masse, à une croissance atone, même si nous avons, je crois, des perspectives intéressantes pour cette année 2015, que beaucoup dépendait des choix qui étaient faits au niveau européen. Christian Eckert le rappelait tout à l'heure. Et puis que beaucoup dépendait au cours de cette année de la mise en œuvre, de la mise en place du pacte de responsabilité et de solidarité, qui se traduit notamment par zéro charge pour les salaires autour du SMIC. Ça rentre dans les faits, plus la montée en charge du CICE. Je me permets de vous rappeler uniquement que je ne partage pas évidemment la vision caricaturale que vous portez, même s'il faut être à l'écoute et des entrepreneurs et des salariés, mais ce sont des partenaires sociaux dont les entrepreneurs qui ont signé aussi le pacte de responsabilité et de solidarité. Moi, ce que je souhaite tout simplement, mais je ne peux pas vous empêcher de donner ce ton-là, c'est que sur ces questions, on cherche les uns et les autres, en tout cas, à être le plus proche de la vérité, en tout cas de la réalité. Mais au-delà, il y a le rythme des réformes. La loi croissance et activité défendue par Emmanuel Macron et qui prend beaucoup de temps ici au sein de cet hémicycle, elle doit permettre précisément de libérer les énergies, de donner un coup de jeune, là aussi de soutenir tout simplement notre activité économique. Mais il y a aussi les réformes plus structurelles, et je pense notamment à celles qui concernent l'État et les collectivités territoriales. Nous avons fait voter une loi en 6 mois, alors qu'elle était attendue, demandée et proposée depuis des années sur tous les bancs, consistant à passer les régions de 22 à 12 pour ce qui concerne l'Hexagone. Ça a été fait, c'est une réforme majeure qui va nous permettre d'enclencher très rapidement une réforme profonde avec Bernard Cazeneuve et Thierry Mandon de notre organisation territoriale. Il y a eu la loi concernant les métropoles, et puis vous allez examiner à partir de la semaine prochaine la loi NOTRe, défendue par Maryse Lebranchu et André Valigny, et qui pose notamment le problème des compétences des régions, des départements et du seuil de l'intercommunalité. Le Sénat a fait un travail, je crois, de très grande qualité, même si nous ne sommes pas arrivés à un accord, et nous allons continuer à faire ce travail ici, à l'Assemblée nationale, en étant à l'écoute des parlementaires, des élus, sur un sujet qui doit aussi nous rassembler, parce que je pense que ces réformes concernant les régions, l'intercommunalité, les métropoles et les départements, et aussi Marseille et Paris, doivent s'inscrire tout simplement dans la durée. Et donc sur les départements, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à maintes reprises à ce type de questions. Les départements sont maintenus. La vraie question qui est posée, c'est celle des compétences, et je ne doute pas que nous trouverons un accord. Mais vous avez raison de terminer sur la question du vote.
Et évidemment, le rendez-vous du mois de mars sera un moment important pour déterminer devant les Français aussi la gestion de ces départements, des politiques éducatives, des politiques d'aménagement du territoire, des politiques de la ruralité, des politiques sociales. Et là, je n'en doute pas, monsieur le député, si vous voyez ce que je veux dire, que tout simplement les Français auront à faire un choix, à condition que tout le monde soit au clair sur ses choix. Merci, monsieur le Premier ministre. La parole est à monsieur Jean-Luc Laurent. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Industrie. Au printemps dernier, j'avais salué la réaction du gouvernement confronté à la vente à la sauvette des activités énergie d'Alstom au conglomérat américain General Electric. L'action énergique du gouvernement avait fait émerger une contre-offre de Siemens qui avait été un levier important pour négocier un accord qui préserve l'intérêt national. Sans être totalement satisfaisant, cet accord était équilibré pour l'avenir et l'indépendance de la filière nucléaire française. À l'initiative du président Brottes, la commission des affaires économiques avait suivi de près ces négociations. La seconde offre de General Electric prévoyait la création de 3 co-entreprises possédées à 50%, 50-50, par Alstom et General Electric. Après l'Assemblée générale d'Alstom à la fin de l'année dernière, la presse s'est fait l'écho d'une rupture de cet accord dans la consultation des 3 co-entreprises et en particulier dans celle chargée du nucléaire dont General Electric posséderait finalement 80% du capital et la majorité des droits de vote. Le nucléaire français passerait sous pavillon américain. L'engagement d'Alstom dans ces 3 co-entreprises semble des plus précaires et on peut craindre un désengagement rapide. En 2015, l'État entrera dans le capital en rachetant les actions de Bouygues. Pouvez-vous nous indiquer la stratégie défendue par l'État actionnaire? Le protocole d'accord de juin 2014 est-il toujours d'actualité? Nous le savons, le PDG d'Alstom, Patrick Cron, et la France n'ont manifestement pas les mêmes intérêts. La logique financière et la fuite d'un côté, l'excellence industrielle et l'indépendance de la filière énergétique de l'autre. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer la position du gouvernement dans ce dossier important et d'intérêt national? La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Sachez vous conduire, Monsieur le député. Vous avez raison de soulever ce sujet important, puisqu'en effet, en juin dernier, un accord a été trouvé avec General Electric qui a conduit à un ensemble d'engagements et lesquels ont été vérifiés en novembre dernier, ce qui nous a conduit donc à donner notre accord à l'opération tel que convenu au mois de juin avec General Electric. Je veux ici en rappeler les termes avant de répondre précisément à votre point sur le nucléaire. D'abord, 3 co-entreprises sur les énergies renouvelables, sur les réseaux d'énergie et sur les turbines à vapeur et le nucléaire. Ensuite, la recapitalisation de la partie transport qui reste en propre à Alstom et l'engagement de General Electric de recréer 1000 emplois sur le territoire français. General Electric a confirmé cet engagement et a stoppé les licenciements qui étaient en cours sur sa partie santé. Pour ce qui est de l'énergie nucléaire, quelles sont les garanties que nous avons obtenues? D'abord, sur la co-entreprise, vous avez raison de dire que sur le plan économique, c'est un 80-20. Mais sur le plan des droits de vote, c'est un 50-50 qui a été obtenu conformément à l'accord du mois de juin, puisque c'est bien un accord de droit de vote qui était défendu et qui est équilibré. De plus, des droits spécifiques ont été obtenus par l'État. Je veux ici les rappeler précisément. L'action de préférence, assortie de droits spécifiques sur les nominations clés, la représentation au conseil d'administration dont la moitié des sièges reviendra à l'État et les droits de veto sur les décisions structurantes de l'État. Qui plus est, nous avons obtenu en sus des accords de juin le fait que le bénéfice exclusif pour produire les activités de l'ensemble du groupe GE dans le domaine nucléaire sera garanti côté français. Des contrats de pérennité ont été conclus entre cette coentreprise et EDF Areva, et l'ensemble de la propriété intellectuelle d'Alstom, relative en particulier aux turbines Arabelle, sera licenciée à une société détenue intégralement par l'État. Et c'est ça la clé de notre indépendance qui sera préservée. Monsieur le ministre. La parole est à madame Dominique Nachury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche. Madame la ministre, fin janvier, vous avez lancé une grande mobilisation de l'école
pour les valeurs de la République et annoncé 11 mesures. Nul ne conteste le rôle fondamental, bien que non suffisant, de l'école dans la formation à la citoyenneté et dans la construction du vivre ensemble. Mais Madame la Ministre, tout ou beaucoup de ce que vous annoncez est déjà dans la loi, la récente dite de refondation de l'école de la République, comme dans les précédentes. Pour cette mobilisation, vous prévoyez 250 millions d'euros sur 3 ans. L'effort budgétaire semble globalement important, mais l'effet bien moindre si on le rapporte au nombre d'établissements. Alors ce plan, simple effet d'annonce, coup de com'. Madame la Ministre, convenez que les principes républicains, la laïcité, le vivre ensemble ne peuvent pas être uniquement des concepts, des théories enseignées à l'école. Il faut les pratiquer, il faut les incarner. Il faut identifier une autorité du vivre ensemble à l'école. Les directeurs d'école, principaux, proviseurs, doivent être reconnus dans leurs établissements comme les chefs de ce vivre ensemble, investis et soutenus par l'institution comme par les partenaires dans leur mission. Madame la Ministre, oserez-vous l'autorité à l'école pour faire vivre les valeurs de la République ? Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Dominique Nachury, je prends votre propos comme une contribution très bienvenue à la mobilisation actuelle autour de l'école. Je sais l'importance que vous accordez à l'institution scolaire et je vous remercie de votre engagement au sein du comité de suivi de la loi de refondation que vous venez d'évoquer. Laquelle loi de refondation, en réalité, avait posé, bien avant les attentats, un diagnostic sur l'école. La nécessité de remettre des moyens, de recréer des postes, de redonner une formation initiale qui avait disparu aux enseignants, de remettre la priorité aux primaires, puisque c'est là que s'acquièrent les principales connaissances. La nécessité que nous allons poursuivre de réformer les programmes, de réformer le collège. Bref, je sais que dans toutes ces orientations, vous nous suivrez, Madame la députée, et je suis sensible à ce que vous dites sur la nécessité de passer d'un discours incantatoire à la réalité des faits. Nous savons, vous et moi, en effet, qu'il ne suffit pas d'inscrire dans une directive ministérielle la laïcité à l'école, l'autorité renforcée des maîtres pour que cela se fasse en pratique. C'est bien pour cela que dans les 11 mesures annoncées la semaine dernière, il y a beaucoup de choses concrètes, y compris le financement qui va avec. Le financement de la formation continue, avec un plan exceptionnel qui mobilisera d'ores et déjà 1000 formateurs aguerris sur l'ensemble du territoire. Il y a des règles précisées sur la question de l'autorité des enseignants et le fait que les chefs d'établissement devront accompagner les enseignants dans le signalement et dans le traitement éducatif des moindres incidents signalés pour ne plus laisser passer. Il y a dans ce plan de quoi financer la lutte contre la grande pauvreté que nous connaissons au sein de nos établissements scolaires et j'ai annoncé une augmentation de 20% du fonds de lutte contre la pauvreté. Et puis il y a le renforcement de l'apprentissage du français parce que vous êtes bien placé aussi pour savoir qu'un enfant qui ne maîtrise pas le lire et l'écrire n'est pas capable non plus d'énoncer une pensée. Voilà, Merci, je crois que nous pouvons être d'accord sur ces principales orientations. La parole est à Monsieur Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre du Travail et de l'Emploi, je veux aujourd'hui vous parler de ces travailleurs de l'ombre souvent oubliés, sauf lorsqu'un camion au système de chauffage bricolé prend feu sur un parking éloigné du cœur des stations touristiques. Je veux parler des saisonniers. Un excellent débat vient de se tenir au Sénat sur ces 2 à 3 millions de salariés pour lesquels la précarité est la règle. À quelques jours des vacances d'hiver, ils vont à nouveau contribuer à faire de la France la première destination touristique mondiale. Vous comprendrez qu'en tant que président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, j'y sois extrêmement sensible, tout comme mes collègues de toutes les régions touristiques ou agricoles, sur tous les bancs de notre hémicycle. À défaut d'un véritable statut, il existe pourtant une solution vertueuse, tant pour les salariés que pour les employeurs. Il s'agit de systématiser le recours aux CDD saisonniers à reconduction automatique. Comment valoriser ces contrats ? Déjà en revenant au droit du travail classique. Les CDD saisonniers sont les seuls CDD qui n'ouvrent pas droit à la prime de précarité, alors que leur précarité n'est plus à démontrer. Il me semble dès lors indispensable de favoriser la clause de reconduction en ouvrant le droit à la prime de précarité aux CDD saisonniers non reconductibles qui, eux, ne permettent ni fidélisation ni formation. Autre suggestion, ouvrir les CDD saisonniers reconductibles au dispositif des contrats d'avenir dès lors que la période travaillée annuellement est significative, par exemple de 4 à 6 mois minimum.
Il y a là un gisement considérable d'emplois, notamment dans le tourisme social. Enfin, il faut simplifier la vie des entreprises qui jouent le jeu des contrats reconductibles. Savez-vous, Monsieur le Ministre, que les employeurs sont contraints chaque année de recommencer l'intégralité des démarches URSSAF et de diligenter la procédure complète d'autorisation auprès de l'inspection du travail pour les salariés protégés, alors que leur contrat est automatiquement renouvelé l'année suivante. Cette mesure contre-productive refroidit pour le moins les employeurs les plus vertueux. Alors, Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt sur ces 3 mesures simples que je viens de vous proposer à faire en sorte que demain le CDD saisonnier à reconduction automatique devienne la règle afin de déprécariser les saisonniers, soutenir les employeurs qui y recourent et ainsi professionnaliser les métiers concernés? Merci. La parole est à Monsieur François Rebsamen, ministre du Travail, de l'Emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Joël Giraud. Vous l'avez rappelé, en cette période de l'année, de très nombreux saisonniers sont à pied d'œuvre pour accueillir les touristes, en montagne notamment, et apporter tout leur professionnalisme. Votre question, d'ailleurs, concerne, vous l'avez évoqué, un très grand nombre de salariés et d'entreprises tout au long de l'année. Vous avez rappelé la qualité du débat qui a eu lieu la semaine dernière au Sénat. Le gouvernement, à cette occasion, a rappelé sa volonté d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations qui sont exprimées par les saisonniers, les entreprises et les parlementaires. Je vais d'ailleurs recevoir tout prochainement votre collègue Bernadette Laclais à ce sujet. Pour répondre aux questions précises que vous posez, je voudrais vous dire que le versement d'une prime de précarité et la reconduction automatique ne sont pas obligatoires pour les CDD saisonniers, sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient. C'est souvent le cas. Nous allons proposer concrètement aux partenaires sociaux d'avancer d'ailleurs sur ce point, et cela dans les branches qui n'ont pas encore négocié. Et puis, vous avez évoqué, Monsieur le député, le souci de simplification de la vie des entreprises, et je le partage bien évidemment. Nous allons regarder avec une attention particulière le point précis que vous avez évoqué. Cela me permet de vous dire que la situation des saisonniers fait l'objet d'une mobilisation des services du ministère du Travail sur leurs conditions de travail et de vie. Je vais d'ailleurs mettre en place un groupe de travail qui devra déboucher avant cet été sur des propositions concrètes en matière notamment de simplification administrative. Et je vais vous proposer, Monsieur le député, d'en faire partie. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.